Merci Mathias pour cette présentation et merci à vous tous d'être venus ce soir pour parler de ce sujet de la santé des entrepreneurs. Je tiens également à remercier la présence de Rico Baldeguer, je ne sais pas où il est, mais il était par là, qui est un collègue avec qui je travaille depuis 12 ans à HEG Fribourg. Et à force de multiplier les recherches en PME, on s'est dit que ce serait peut-être bien qu'on marche ensemble sur cette question de la santé des entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si c'est un double présage, mais pour venir ici en Suisse, j'ai pris le TGV, et regardez, je suis tombé sur une page où on présente deux villes, Montpellier et Lausanne. Alors, je suis de Montpellier, je suis aujourd'hui à Lausanne, donc voilà, c'est amusant. J'espère que mes collègues de Fribourg ne voudront pas que je parle d'abord de Lausanne, mais bon, c'est... Et on dit dans les textes que c'est deux belles villes à vivre. Donc, du coup, c'est peut-être pas anodin qu'on soit ici pour parler de cette question de la santé des chefs d'entreprise. Alors, je vais vous... Rapidement, Mathias a raison, et je te remercie, tu as dit que j'étais PNiste. Alors c'est un mot que j'ai éprouvé le besoin d'inventer, parce que la plupart de mes collègues qui sont enseignants-chercheurs en gestion sont pour la plupart des profs de GRH, des profs de finance, des profs de marketing. Et vous remarquez que l'enseignement du management est très souvent enseigné à l'aune du découpage par fonction. Or, quand on regarde le fonctionnement d'une PME, surtout les dirigeants qui ont moins de 50 salariés, ils n'ont pas de DRH, ils n'ont pas de direction du marketing, ils n'ont pas encore moins de directeur financier. Et on voit bien que finalement, la théorisation et l'enseignement du management, qui est dominant, hein, quelles que soient les écoles ici en Suisse, en France ou aux États-Unis, et la réalité économique du tissu, qui est essentiellement composé de PME, est complètement différente. Et je rappelle toujours cette statistique, mais en France, 97,6% des entreprises françaises sont des PME. Si je prends la statistique en Suisse, vous la connaissez encore mieux que moi, j'ai regardé le dernier recensement de 2008, 99,7% des entreprises suisses sont des PME au sens européen du terme, c'est-à-dire moins de 250 salariés. Et si je prends les TPE, c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés, elles représentent 87% des entreprises en Suisse. Et c'est quasiment l'équivalent en France. Ce qui veut dire que les PME sont partout, sauf dans les livres. Elles sont partout, sauf dans les théorisations. Et la communauté que je représente, j'ai mis ici l'Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME, on est des minorités. Les profs de management de PME et d'entrepreneuriat, que ce soit ici en Suisse, en France, au Japon ou aux États-Unis, on est quand même des minoritaires. Et pourtant, l'essentiel de l'économie repose sur les PME. C'est un écart qui constitue un déni de réalité qui nous intéresse, parce que finalement, il faut promouvoir la PME en la théorisant, en fait. Et je dis toujours, n'ayons pas peur de théoriser les PME, et vous, je sais qu'il y a pas mal de dirigeants d'entreprises ici, n'hésitez pas à prendre la plume pour écrire des livres. Parce que très souvent, ce qu'on appelle les grands patrons, par abus de langage d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur entreprise, je sais qu'en ce moment, il y a un débat en Suisse avec Thomas Minder, je crois, mais bon, je ne rentrerai pas dans ce débat qui m'échappe un peu, mais qui pose une vraie question, hein, c'est qu'il ne faut pas confondre les cadres dirigeants comme Carlos Ghosn, qui gère Renault, ou Vasella, qui gérait Novartis, avec le commerçant, l'artisan, le chef de TPE, qui lui a un engagement patrimonial et qui ne correspond pas à la même réalité. Enfin, quand on dit ça, c'est pas une forme d'opposition. Parce que mon propos n'est pas de dire que le grand c'est le méchant et que le petit c'est le gentil. Hein. Il y a des petits patrons omniprésents, omnipotents. Mais mon propos est de dire que voilà, on ne pose pas les mêmes problèmes dans le cadre de la PME, dans le cadre de l'entreprise. Et j'ai passé toute une première partie de ma vie à théoriser la PME autour de la notion de proximité. C'est-à-dire, je caricature, je force le trait. Si vous voulez, le langage oral d'une conférence ne correspond pas au langage plus mesuré de l'écriture. Donc, si certains veulent lire, ils pourront. Mais pour faire court, je dirais qu'il y a deux managements. Il y a ce que j'appelle le management premier, qui est un management fondé sur la proximité, où les dirigeants, hommes ou femmes, rencontrent tous les jours du regard ses salariés. Donc immédiatement, il y a un contact qui se noue. Et je dirais que le climat social, il est fait d'éléments sensoriels. Bon, quand on ne connaît pas les gens, là, je vois pour la première fois,
je vous vois le lendemain la même tête, je dis voilà, c'est sa tête normale. Si je vous revois un troisième coup, vous changez de visage, je vois immédiatement que vous avez changé de visage, je dis tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on voit bien immédiatement, au premier coup d'œil, les relations qu'on peut avoir entre un dirigeant et ses salariés. Est-ce que vous imaginez, monsieur Vazella, combien de personnes travaillent pour Novartis? Des dizaines de milliers, j'imagine. Vous imaginez Carlos Ghosn, 130 000 personnes qui travaillent pour le groupe Renault, croiser du regard ses collaborateurs? C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a inventé des outils. Et donc ça, c'est le management second, non pas le management premier, c'est toute la création d'outils qui vont permettre, et ça c'est toute l'histoire du XXe siècle, aux hommes et aux femmes ambitieux de contrôler à distance. Et l'invention de l'étude de marché, la généralisation de la comptabilité analytique, la généralisation aujourd'hui du système de reporting, la traduction du reporting, qui est aussi l'audit. Hein, l'audit se développe dans les années 80 parce que certaines multinationales ont de plus en plus de filiales à distance et qu'il faut être sûr de contrôler la véracité de l'information produite à distance. Et donc c'est pour ça qu'on va voir dans les années 80 se développer toutes les fonctions d'auditeur, etc. Donc on voit bien petit à petit, la grande entreprise, le propre de sa configuration, c'est d'être dispersée spatialement. Donc du coup, on a besoin d'outils pour gérer à distance. Et donc mon propos est de dire qu'en fait, il y a deux managements. Il y a ce que j'appellerais le cockpit. Là, c'est le dirigeant de PME qui est dans l'avion. Et d'ailleurs, quand vous avez des coups d'air, voilà, vous êtes dedans, hein, vous le sentez. Il y a un management direct. D'ailleurs, les dirigeants de PME disent rarement le mot marché. Quand on les écoute, ils disent plutôt mes clients. Et le mot client renvoie à quelque chose de plus direct. Alors que le mot marché est un mot plus abstrait, en quelque sorte. On n'a jamais serré la main à un marché. Alors que le client, vous le connaissez, quand vous avez un client habituel, vous traversez la rue pour lui serrer la main et lui dire bonjour. Peut-être vous évitez son regard si c'est un client récalcitrant. Hein. Ça peut arriver aussi. Mais vous l'avez reconnu. Alors que le management second, je dis, c'est plutôt la tour de contrôle. On va gérer les signaux. Alors c'est extrêmement puissant, bien évidemment, mais ça renvoie une différence fondamentale de management. Voilà. Donc je ne rentre pas dans ce débat-là, mais si vous voulez me poser des questions, je pourrais développer. Les mêmes problèmes de gestion ne se posent pas dans les mêmes termes selon que vous êtes en management de proximité ou en management à distance. Et donc, travaillant sur ces phénomènes-là, je me suis un jour intéressé à la question du licenciement. Et je découvre en discutant avec les dirigeants de PME, quelque chose que certains ici connaissent et peuvent témoigner, c'est que le licenciement est certainement une des décisions les plus difficiles à prendre quand on est dirigeant d'une entreprise de petite taille. Parce que la personne que vous licenciez, c'est quelqu'un d'une part que vous allez recruter, et d'autre part, c'est quelqu'un que vous côtoyez en permanence. Et donc du coup, ça crée un état émotionnel qui crée bien évidemment ce qu'on appelle le traumatisme du licencié. Et il y a aussi, dans certains cas de PME, des dirigeants qui diront, moi, le jour où j'ai dû licencier un de mes collaborateurs, ça a été une souffrance, pour moi également, parce que c'était pas facile. Alors qu'il y a une douzaine d'années, je vais prendre cet exemple-là, comme ça, il est politiquement correct, c'est le groupe Renault, c'était Schweitzer, avant Carlos Ghosn, qui a fermé une usine en Belgique, à Villevorde. Je me souviens, en France, on avait beaucoup parlé de ça. Et Schweitzer va déclarer à la presse, je n'en ai pas dormi la veille. Et je veux croire la parole de Schweitzer quand il dit ça. Je ne crois pas à cette idée que la multinationale est une sorcière de l'économie. Je veux croire que Schweitzer est un homme très humain. Mais quand il prend la décision, est-ce que vous pensez qu'il est le seul à assumer une telle décision de fermer une usine? Je vous pose la question. Non. Et à votre avis, qui prend la décision dans un grand groupe de fermer une usine? À votre avis, ça se joue où? À quel niveau? C'est ça, le conseil d'administration. Alors aujourd'hui, on dirait peut-être le directoire. Parce que de plus en plus, les entreprises cotées en bourse, on distancie, vous voyez, d'un côté le directoire, de l'autre le conseil de surveillance. Donc on est là aussi dans une forme de distanciation. Et dans un conseil d'administration, dans un directoire, à votre avis, il y a combien de personnes qui prennent la décision? Est-ce que vous avez une idée de la taille moyenne d'un conseil d'administration dans des grands groupes? C'est entre 10 et 20, à peu près, ça peut être 15, ça peut être 12. Eh bien, la décision est collective. Et, alors, pardonnez-moi d'être théorique, parce que tout ce que je vous dis est éminemment théorique. D'ailleurs,
Je serai forcément théorique. Du début jusqu'à la fin, je ne relierai pas le métier que je fais. À vous, à la fin, de me dire si vous m'avez compris ou pas. Parce que souvent, les dirigeants veulent quelque chose de très concret. Oui, il y a fait plus pratique qu'une bonne théorie. Dans les années 60, il y a un chercheur qui s'appelle Moscovici, qui est d'ailleurs le père du ministre de l'économie actuelle, qui va mettre en évidence, en psychologie, ce qu'on appelle le principe de la polarisation des décisions collectives. Alors, pour être très simple, je vais vous poser une question. Imaginons un groupe d'étudiants qui passe devant un professeur. Le professeur met des notes. Et puis vous imaginez ce même groupe d'étudiants qui cette fois-ci passe non pas devant un professeur, mais devant un jury de 3 professeurs. Et là on regarde les notes qui ont été mises. Et à votre avis, dans quel cas va-t-on observer une amplitude de notes la plus élevée? Alors peut-être que vous savez déjà la réponse, hein, mais est-ce que c'est dans le cas où il y a un seul prof, ou est-ce que c'est dans le cas où il y a plusieurs profs, où on voit l'amplitude la plus forte, c'est-à-dire des notes les plus étalées? Vous diriez quoi? J'ai entendu les 2 réponses. Hein? J'ai entendu beaucoup de gens qui auraient dit les 3 profs. Les 3 profs auront plus d'étendue. Et alors, quelle est la raison? Polarisation de groupe. S'il y a quelqu'un d'autre qui est de son avis, ça vous renforce dans votre propre conviction, donc vous allez plus loin dans votre opinion. C'est exactement la bonne réponse. Alors, en général, les gens répondent l'inverse. Hein. C'est-à-dire que intuitivement, et d'ailleurs il y en a plusieurs qui me disent seul, intuitivement, on peut penser que c'est quand on est seul que l'amplitude est la plus forte. Pourquoi? Parce que quand on est à plusieurs, en général, on pense qu'il va y avoir des effets de compensation. C'est-à-dire qu'il y a un prof sévère et puis un autre qui est moins, donc du coup ça fait des notes moyennes. En vérité, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand vous êtes 3, et là mes collègues peuvent témoigner, hein, vous avez un étudiant qui passe, il fait une bonne prestation, on va dire tiens, je lui mets 15. Le second dit 15, c'est le meilleur de la journée, moi je mets 17. Fort de ce qu'il vient d'entendre, le troisième dit mais moi j'irai jusqu'à 18. Et à ce moment-là, je vous assure que ça marche comme ça. Le premier, 15, il va dire je suis entièrement d'accord, récompensons les bons étudiants, mettons 18. Et puis ça marche en sens inverse aussi. Hein. Sur un mauvais étudiant, allez, je mets 6. Le second dit 6, mais ça ne vaut pas 2. Et là, le troisième dit 2, mais vous êtes large, mes chers collègues. Moi, je mettrai 1. Et à ce moment-là, le premier qui n'était pas mettre 6, il dit, je suis d'accord, c'était nul. Donc, mettons 1. Et du coup, quand on est plusieurs à prendre une décision, c'est plus facile d'assumer une décision difficile. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand Schweitzer prend la décision de fermer une décision difficile, il n'est pas seul. Ils sont une quinzaine. Et puis, deuxièmement, est-ce que vous croyez que c'est Schweitzer qui va annoncer le face-à-face honteux, fâcheux, dans le regard, auprès des salariés qu'on est en train de licencier, qu'ils soient cadres supérieurs, ouvriers, employés? Non. Il en parle au DRH du groupe, lequel en parle au DRH du site, lequel va faire appel à des sociétés d'outplacement, et par le jeu de la division du travail. Il y a ceux qui vont prendre la décision de fermer, il y a ceux qui vont exécuter la décision. Et quand on interroge les DRH, qui sont face à la souffrance des salariés, à qui on apprend qu'ils vont perdre leur emploi, mais on va les accompagner, on va les replacer, et qu'ils sentent, par empathie, la souffrance de cette nouvelle-là. À votre avis, qu'est-ce qu'ils disent, les DRH à ce moment-là? Il y a peut-être des DRH dans la salle. Qu'est-ce qu'ils disent? Quels gestes ils font? Parce que vous avez une idée de ce qu'ils peuvent dire? Non, ils ne sont pas au courant de pourquoi. Hein? Ils n'ont pas forcément validé le pourquoi ça perd. Oui, mais ils le font en tout cas. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'ils disent? Mais vous êtes en train de me licencier, c'est terrible. Vous êtes dégueulasse. Je réfléchis sur cela, mais je disais, c'est pas particulier. Ah, mais voilà, exactement. Vous avez des DRH? Ah, ben voilà. Ben oui, comme vous avez vu le geste d'ailleurs, c'est pas moi. Ça vient de là-haut, là-bas, derrière. Moi, je ne fais qu'exécuter. Vous comprenez? Maintenant, je prends un exemple. On est dans une TPE de 10 salariés. Le dirigeant ne doit pas faire musique, il doit licencier une personne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. Le dirigeant de TPE, il réunit son directoire, et une fois qu'il a pris la décision, il en parle à son DRH. Je vois des dirigeants de PME qui ont compris que c'était de l'ironie. Vous me rassurez. Vous savez qu'en France, quand je dis ça,
Les étudiants, ils continuent à écrire. Hein. Et je leur dis, non, attendez, je vous présente. Dans une TPE, ça ne se passe pas comme ça. Dans une TPE, il n'y a pas de territoire. Le dirigeant est seul. Et puis, il n'a pas de DRH. C'est-à-dire, c'est lui qui va affronter le face-à-face coûteux et fâcheux de son salarié, à qui il ne peut pas dire, c'est pas moi. Bien sûr, c'est lui. Donc, on voit bien quelque part que il y a, j'ai pris cet exemple-là, un rapport à la proximité et donc à la souffrance qui est complètement différent dans la PME d'avant. Et donc, ça a été mon premier point, ça, la question de la souffrance du licencié et de la souffrance du licencieur. Et m'intéressant à cette question-là, à un moment donné, je suis interpellé par un fait d'actualité en France il y a 3-4 ans. Excusez-moi, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance, mais après ce sera un peu plus gai. C'est une question qui est complètement taboue, dont on ne parle jamais. C'est la question du suicide patronal. On n'en parle pas, on en parle peu, et je garde avec moi d'ailleurs un élément que je conserve toujours. J'ai ici, alors c'est une relique maintenant, mais c'est un... Alors chez moi, la presse locale s'appelle le Midi Libre, puisque je suis dans le Midi de la France, et là, c'est écrit fait divers, l'entrepreneur n'est fait assez. C'est un artisan qui apprend, c'était en 2008, que le banquier le lâche, en quelque sorte. Bon, il perd un peu les plombs, il perd les manœuvres, il envoie sa femme pour négocier. Sa femme revient à midi, elle trouve son mari pendu. Et ça fait 15 lignes dans le Midi. Le même jour, dans le même journal, il y avait un salarié du technocentre de Guyancourt en France, c'est Renault, qui s'était suicidé. Et là, les médias avaient traité ça sur une page entière. Et je pense que les médias ont raison de nous alerter sur les suicides qu'il peut y avoir au travail, etc. Mais si vous voulez, ce qui m'a interpellé, c'est pourquoi, quand c'est un salarié, on considère ça comme un fait de société, et pourquoi, quand c'est un patron, on considère ça comme un fait divers. C'est ça qui a été mon point d'interpellation. Alors, la réponse que je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est que les PME ne sont pas théorisées. Donc, nos élites médiatiques, politiques, tout ce que vous voudrez, n'ont pas le logiciel de la PME en tête, donc, du coup, elles prennent de bonne foi et de bonne volonté très souvent des décisions, mais qui ne correspondent pas à l'économie réelle. Donc, voilà une explication. Et donc, je me suis dit, je vais quand même positiver le sujet. Je ne vais pas travailler sur le suicide de ma vie, c'est pas non plus ma tasse de thé. Donc je vais m'intéresser à la santé des chefs d'entreprise. Et c'est là où je découvre, en fait, un trou noir. C'est-à-dire finalement, il y a très peu de statistiques précises sur la santé des chefs d'entreprise. Et quand je dis qu'il y a très peu, de temps en temps, mes collègues épidémiologistes donnent des statistiques de santé au travail par catégorie socio-professionnelle. Et alors, si vous connaissez ça, vous remarquerez qu'ils distinguent ouvriers non qualifiés, ouvriers qualifiés, et ils ont raison d'ailleurs. Puis après, employés. Puis après, il y a une quatrième ligne, cadre. Puis après, il y a une cinquième ligne, cadre supérieur. Et puis, quels que soient les pays, vous avez une sixième ligne, où vous avez pêle-mêle commerçants, artisans, professionnels libéraux, chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on mélange sur la même ligne la diversité patronale qui est tout aussi forte que la diversité salariale. Parce que j'avance ici que la santé d'un artisan n'est pas la même que la santé d'un avocat international. Un charcutier n'a pas le même rapport au travail qu'un avocat d'affaires international. Un tailleur de pierre ne vit pas comme un notaire. Et donc, du coup, cette méconnaissance de la réalité du travail patronal amène à expliquer pourquoi les épidémiologistes n'ont pas intéressé. Et là, l'explication, elle est simple, de mon point de vue, c'est que l'évolution de la santé au travail, vous savez qu'en France, on a eu Villerny en 1840, qui a beaucoup travaillé sur la santé au travail. Un des fondateurs de la santé au travail est un Italien qui s'appelle Ramazzini, qui écrit le De Morbis Artificum Diatriba en 1700. Il y a toute une histoire profonde de la santé au travail. Et de manière globale, la santé au travail s'est toujours intéressée à ce qui concerne les plus faibles. Donc, dans un premier temps, Villerny s'est intéressé à la santé des femmes, la santé des enfants, la santé des prisonniers, la santé des ouvriers. Et il y a cette idée que la santé au travail doit protéger ceux qui pourraient être en difficulté. Or, quand on est un dirigeant d'entreprise, un entrepreneur, on est à l'inverse dans ce que j'appelle l'idéologie du leadership.
C'est-à-dire que qu'on soit homme ou femme, quand on crée une entreprise, on se voit comme un gagnant, comme un battant, comme un winner, comme un leader, comme disaient les Américains. Et donc, du coup, ce que nous, on enseigne, avec Mathias, avec Rico, l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat, traduit en français, c'est une discipline qui ne s'intéresse qu'au fort. Et donc, vous comprenez pourquoi santé au travail et entrepreneur ne se sont jamais vraiment liés. Parce qu'on a d'un côté une idéologie de celui qui est en difficulté, de celui qu'il faut protéger, et on a de l'autre une idéologie de celui qui se voit comme quelqu'un d'indépendant et qui n'a besoin de personne. Et ça, c'est un élément très important qui va nous permettre de comprendre ce qui va suivre sur la santé des chefs d'entreprise. Donc voilà, je dirais, le point de départ. On dit ce constat qu'il y a, alors je le dis sous forme de boutade, mais si vous voulez, je peux développer après, mais il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Ah ben oui. Ah ben oui, les baleines bleues, espèces en voie de disparition. Alors les entrepreneurs, les indépendants, ceux qui sont à leur compte, finalement, qui se débrouillent. Eh bien voilà, à un moment donné, on se dit non, on va pas se contenter de poser le problème, on va essayer de le résoudre. Alors quelles sont nos hypothèses? Les hypothèses de la santé au travail des chefs d'entreprise, pris de manière très globale. Eh bien, l'hypothèse a été double. Dans un premier temps, quand je regarde les travaux de la santé au travail sur les salariés, je me rends compte que les médecins du travail ont identifié 4 facteurs pathogènes. Premier facteur, le stress. Alors ça, c'est, je dirais, si vous voulez, on débattra de ça, mais ça va être le mal du siècle. Bon. Il y a une chrono-compétition mondialisée, qui fait qu'il faut voir de plus en plus loin et réagir de plus en plus vite. Donc forcément, ça crée du stress. Bon. Alors, la plupart d'entre nous, on s'adapte au stress. Si je vous demandais moi depuis que j'ai un portable, bon, c'est stressant ça. D'ailleurs, à tout moment, je ne l'ai pas éteint. D'un coup, j'y pense. Ça va me stresser. Ça peut se mettre à sonner à tout moment. Enfin, j'ai mis un vibreur. Mais on est dans une immédiatité plus forte, évidemment, avec l'email, etc. Mais de voir, une fois qu'on y a pris goût, qui serait prêt à s'en passer? Alors, peut-être certains pourront témoigner, mais on ne peut pas. Donc, il faut vivre avec son temps. Ceci étant, il y en a, avec les questions du stress, ils ont des difficultés. Et parmi ceux qui ont des difficultés, il y en a qui craquent. Et parmi ceux qui craquent, il y en a qui peuvent être irréparables. Donc la question du stress est une vraie question. Et il y a 2 ans, je disais qu'il y avait un bon stress et un mauvais stress. Comme il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Bon. Eh bien aujourd'hui, je ne le dis plus. Voilà. 2 ans après, les travaux sur les normes, ce que j'ai pu lire sur la question du stress, je le dis de manière assez catégorique. Le stress est pathogène. Le stress est négatif. Il n'y a pas de bon stress. En revanche, il y a un stress subi et il y a un stress choisi. Ça, c'est une nuance d'importance pour l'entrepreneur qui est même capital. Et le stress subi est très nocif. Le stress choisi est nocif, mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce que le stress choisi va entraîner un élément modérateur fondamental, c'est la satisfaction au travail. C'est-à-dire un homme ou une femme qui choisit, je suis chef d'entreprise, je vais répondre à 1 appel d'offres, 3 appels d'offres, 5 appels d'offres. C'est ce que je disais ce matin à Sandrine, en interview. Vous vous mettez une pression, mais c'est vous qui avez décidé de répondre à 5 appels d'offres. Et du coup, ça va vous irradier un stress. Et parce que vous l'avez choisi, ça va quand même considérablement modifier la donne. Alors que si vous avez du stress subi, je ne sais pas, vous arrivez à la gare, puis donc vous apprenez que le train est en retard, vous avez compris que ça c'est un exemple français, vous subissez le stress. Voilà. Là, vous le subissez. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez de la paperasserie administrative à remplir et encore plus la bureaucratie. Là, vous le subissez. Et très souvent, d'ailleurs, les dirigeants de PME, tout ce qui est paperasserie administrative leur sort par les yeux. Parce que, et donc, parce que ça, c'est subi. Et le stress, c'est négatif. Voilà. Alors, bien sûr, après, quelle est la typologie de stress que vous avez fixée dans votre environnement de travail? On a bien compris que si vous êtes plus en stress choisi que subi, ça va quand même avoir un effet modérateur très important. Bon. Deuxième élément, très pathogène, la surcharge de travail. Alors ça, entendons-nous bien, le travail, c'est la santé, ça a été démontré. Ça a été démontré.